Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux. Donc c'est une simulation de fluide, donc d'explosion, de fumée avec des flammes. C'est une question qui m'a été posée en commentaire que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Donc j'ai retenu cette question-là et c'est vrai que j'avais jamais traité le sujet en vidéo. C'est un outil extrêmement puissant présent dans Blender, donc pourquoi pas en parler aujourd'hui. Donc on va essayer d'obtenir un rendu qui s'approche à ce que vous avez sous les yeux. Ce ne sera pas exactement le même, bien évidemment, mais on va essayer de s'en approcher. Donc là, c'est une animation vidéo au format MP4 que j'ai exporté à partir de Blender. Ça donne quoi dans la vue 3D? Mais dans la vue 3D, ça donne ceci. Par défaut, on a trois objets, trois émetteurs de particules. Je vous expliquerai par la suite pourquoi utiliser trois émetteurs de particules, parce que ce n'est pas très intuitif. Et si je déroule ma timeline, on peut voir que mes particules vont générer des flammes et de la fumée. Et ensuite, si je passe par exemple en vue rendue, je suis en cycle, je précise, c'est très important, sinon on n'obtient pas quelque chose qui est assez correct en termes de rendu. Eevee n'est pas capable actuellement d'afficher des volumes, parce que ça c'est vraiment un volume avec de la fumée. Et Eevee, ça actuellement, il ne sait pas le faire. Donc voilà, ça permet d'obtenir quelque chose qui est assez réaliste. Ça nécessite bien évidemment pas mal de ressources, notamment en termes de GPU. Donc ceux qui ne possèdent pas de carte graphique, c'est un petit peu difficile pour faire ce genre de résultat. Vous pouvez l'obtenir, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps de rendu. Donc voilà, vu qu'on utilise Cycle, toujours privilégier les GPU. Ok, donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et on va voir tout ça. Je vais retourner hop là, au début de l'animation. Je vais dans un nouveau fichier Blender. Je vais enregistrer de suite. Je vais l'appeler par exemple tuto. Voilà, tuto feu. Et je l'appelle tuto. Alors c'est très important d'enregistrer quand on fait des simulations. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec des systèmes de fichiers de cache. Et ces fichiers vont être stockés en local sur votre PC. Et si vous perdez ces fichiers-là, si vous avez oublié d'enregistrer, ben, c'est un petit peu dramatique après pour relier les fichiers de cache avec votre fichier. Donc voilà, prenez l'habitude quand il y a des animations, parce que Blender peut planter, d'enregistrer régulièrement. Donc là, je vais supprimer tous les éléments. Voilà, je n'ai pas besoin. Et je vais rajouter un premier émetteur de particules avec Shift A, un maillage de type UV Sphere. Je vais étirer un petit peu le panneau de droite et je vais aller dans le Particle Properties pour ajouter déjà un premier système de particules. J'appuie sur plus et je me mets bien sur émetteur qui normalement est coché par défaut. Là, si j'appuie sur espace, qui va permettre en bas de faire dérouler ma timeline, vous voyez que ça génère des particules selon différents paramétrages. On a des paramétrages d'émission que l'on va tout de suite changer. D'abord, on a le frame start. Donc, moi, je ne veux pas que mon animation commence à 1. Au début, je ne veux pas qu'elle ait l'explosion et qu'elle arrive d'un coup. Donc, je vais aller de 10 à 15. Et du coup, là, ça va uniquement générer des particules de la frame 10 à la frame 15, comme ceci. Donc, ça en génère et puis ça arrête. Ensuite, on a quelque chose qui est important, c'est le lifetime. Là, mes particules vont durer 50 frames. C'est beaucoup trop. Moi, je vais mettre par exemple 7. Et du coup, mes particules vont être générées et disparaître juste après. Donc là, vous vous dites peut-être, c'est bizarre, le résultat n'est pas top, parce qu'on va rajouter maintenant de la vélocité. D'où l'importance d'utiliser une sphère. Parce que si je vais maintenant dans Velocity, j'ai quelque chose qui s'appelle Normal, qui me permet de rajouter une force à mes particules tout autour de mon objet, en suivant justement les normales. Les normales, je rappelle que c'est quoi? Donc là, je passe vite fait en mode édition pour vous montrer. Ce sont des vecteurs perpendiculaires, donc orthogonaux plus précisément, parce qu'on est en 3D sur des faces, à vos différentes faces. Et c'est ceci qui va donner l'influence de la force de mes particules à Blender. Donc là, si je vais dans Velocity normal et que je mets par exemple 6, j'appuie sur espace, j'ai vraiment une explosion comme ceci qui est réalisée. Donc ça, c'est pas mal. Et je peux rajouter de la randomness, dans randomize. Je vais appuyer sur 6. Et là, ça va me rajouter un côté aléatoire à ma vélocité. Du coup, si j'appuie sur espace, mes particules ne sont pas toutes projetées à la même vitesse. Donc je rappelle que dans la vraie vie, rien n'est parfait, tout est un petit peu aléatoire. Donc quand on a du random, pour briser le côté linéaire, on va très souvent utiliser ce paramétrage-là. Ok, maintenant on va rajouter deux autres émetteurs. Pourquoi? Si je retourne dans mon exemple que j'ai réalisé, comme je vous ai dit, dans la vraie vie, rien n'est vraiment parfait à 100%. Ici, si je rajoute uniquement mon explosion du début, ben ça ferait un champignon, et puis voilà. Là,
explicitement, j'ai fait en sorte que l'animation de mes deux plans sur le côté démarre un petit peu plus tard, comme si c'était un side effect, c'est-à-dire une conséquence de la première explosion. Donc j'ai une première explosion vers le haut et les autres pour envoyer un petit peu des débris sur le côté et pour donner ce côté un petit peu aléatoire qui, je trouve, fait un petit peu plus réaliste. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des particules sur le côté qui sont projetées et qui sont assez sympas. Donc maintenant, je peux d'ailleurs vérifier, j'avais bien mis, vous voyez ici, un système d'émission de particules qui est différent de ma sphère du début. Ok, donc je peux retourner dans mon autre projet et je vais rajouter un plan. Donc Shift A, Mesh, Plane, je vais les décaler un petit peu. Et je vais rajouter également un système de particules. Alors là, je vais faire un petit peu la même chose, mais je veux que mon animation de particules démarre après coup. Donc là, elle démarrait à 10, celle-ci, on va la faire démarrer à 12. Et on va se la faire arrêter, par exemple, à 16. Voilà. Ça donne, hop là, ceci. Donc pareil, en ce qui concerne la lifetime, on va mettre 8 pour avoir quelque chose qui est également un petit peu cohérent. Comme ça, c'est pas mal. Et également la vélocité. Donc là, on va mettre une valeur très importante, par exemple 20. Et on va mettre un random à 6 également. Là, ça fait ceci. Donc là, mes particules partent vers le haut. C'est normal parce que mon plan, la normale, est orientée vers en haut. Donc moi, je vais un petit peu changer son échelle. Je vais le faire à peu près comme ceci. Je vais le décaler sur le côté. Je vais faire une rotation en Y de 90. Et je vais le décaler un petit peu ici. Voilà, augmenter sa hauteur et faire une petite rotation. Donc tout ceci, une fois de plus, pour briser le côté linéaire de mon objet. Je peux même faire une rotation en Y, voilà, comme ceci, pour projeter mes particules un petit peu vers le haut. Et là, je pense qu'on est pas mal. Quelque chose à changer qui est important également, c'est le nombre de particules. Autant l'explosion principale, je veux que le nombre de particules soit assez élevé, donc 1000 c'est pas mal. Autant celle-ci, je peux passer à 100, ça ira très bien. Et là, on est pas mal. Je vais faire Shift D, je vais le dupliquer, le décaler. Je vais faire RZ 180 pour le retourner. Et là, j'ai deux systèmes qui sont exactement identiques. Donc pareil, je donne une fois de plus un côté un petit peu aléatoire. Je peux le décaler, le mettre un petit peu plus vers le bas. Et donc là, on est pas mal. Maintenant, imaginons que je veuille changer les paramétrages de ces particules-là. Vu que j'ai fait une duplication, j'ai exactement le même système de particules. Vous voyez à droite, c'est Particle Settings 001. À gauche, je suis également 001. Donc si j'appuie sur le petit 2 qui est à droite, il va me le dupliquer. Et comme ça, si je change les paramétrages de 1, ça n'influencera pas l'autre. C'est exactement le même principe que sur les matériaux. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, là, je peux rajouter un petit peu d'aléatoire en mettant une force un petit peu plus importante à 25. Et là, maintenant, si je vais dès le début que je fais espace, on a ceci. Donc ça me va, on est pas mal. CTRL S. Je pourrais même essayer de rajouter un petit peu plus de rotation, comme ceci, pour faire vraiment comme si des débris partaient vers le haut. Voilà, là, on est pas mal. Ok, donc une fois que j'ai ça, CTRL S. Notre système de particules est réalisé. Maintenant, on va passer à la partie simulation. Comment faire une simulation de fluide? Donc je rappelle que le terme est peut-être un petit peu inapproprié en français parce que de suite, fluide, on pense fluide liquide. Vous pouvez faire à la fois une simulation de fluide liquide ou de gaz, donc de fumée et de feu dans Blender avec le même outil qui s'appelle MantaFlow. Donc pour ce faire, j'ai d'abord besoin d'un domaine. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Cube, et ceci, ce sera mon domaine. Donc je vais augmenter sa taille, comme ceci. Voilà. Alors là, je parle de domaine, mais un domaine, c'est quoi? C'est tout simplement le conteneur de ma simulation. C'est l'environnement dans lequel ma fumée va pouvoir évoluer. Donc la taille, j'en mets une à peu près aléatoire au début, en fonction de l'animation que je veux. Il y a un outil qui s'appelle l'adaptative domaine qui fait en sorte que la taille de celle-ci va s'adapter en fonction de ma simulation. Des fois, c'est un petit peu buggé, on a un effet de clipping, c'est-à-dire de coupure sur les bordures. Donc dans un premier temps, je le mets manuellement et on verra par la suite. Je vais faire Shift D pour dupliquer mon cube. Et je vais faire SZ. Et là, je vais réduire considérablement en Z. Alors ça me sert à quoi? Je vais le mettre tout en bas. Ça va me servir de sol. Pourquoi? Parce que je veux avoir une fumée qui ne passe pas à travers mon sol. Donc on pourrait se dire, ben, si je verrouille mon domaine, elle ne va pas sortir du domaine, donc il va y avoir une collision. Mais si je le mets en adaptatif, ça ne va plus fonctionner. Donc je peux le mettre à peu près ici. Et là,
normalement, là, on est pas mal. Donc j'ai mon domaine, mon sol qui va avoir un effet de collision et mes 3 émetteurs. CTRL S. D'abord, je vais cliquer sur mon domaine et je vais vous montrer comment rajouter un système basique. Donc je vais aller dans le Physics Properties et je vais cliquer sur Fluid. Donc vous voyez, une fois de plus, c'est pas très intuitif parce qu'on a une goutte d'eau. Mais si je clique dessus, là, il me demande le type. Par défaut, il annule. Je veux un domaine parce que c'est lui qui va contenir l'information. C'est l'environnement de travail de mon fluide. Je clique sur Domain et là, on a un Domain Type. Par défaut, il est à gaz, donc c'est très bien, c'est ce que l'on souhaite. Ok, pour le moment, je touche à rien, vous allez voir qu'il y a certaines choses que l'on va modifier. Je vais sélectionner mon plan présent en bas. C'est pas un plan, c'est un cube, très important. J'ai fait une confusion là à l'oral, mais c'est important de pouvoir utiliser un plan. Pourquoi? Parce que sachez qu'en 3D et en Blender tout particulièrement, lorsqu'on fait un calcul de physique avec des collisions, un plan a une épaisseur de 0. Donc les collisions avec quelque chose qui a une épaisseur de 0, c'est pas top. Surtout pour de la fumée, qui est quelque chose de relativement dense, où on a plein de petites particules, pour faire simple, qui vont être calculées en temps réel pour les collisions. Si on a quelque chose avec une épaisseur nulle, de 0, ça va bugger. Donc prenez toujours un cube que vous aplatissez pour donner une épaisseur à celui-ci, et ça devrait marcher un petit peu mieux. Donc je ne vais pas cliquer sur Collision, ça pourrait être le réflexe de base, mais je vais cliquer sur Fluide. Maintenant dans Type, je ne veux pas un domaine, je ne veux pas un émetteur, je veux un effector, quelque chose qui va avoir un effet, comme le nom l'indique, qui va contribuer à mon animation. Et Effector Type, c'est bien une collision. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais cliquer sur ma sphère et là vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a différents paramétrages à cocher, à valider. Donc je vais une fois de plus sur Fluide. Cette fois-ci je veux rajouter de la matière à partir de ma sphère, donc j'appuie sur Flow. Et là on a différentes choses. Flow Type, je ne veux pas uniquement Smoke, je veux Fire and Smoke. Comme ça j'ai à la fois un calcul de feu et de fumée qui est réalisé. Ensuite Flow Behavior. Je veux pas, normalement je pourrais les tirer pour avoir sur 2 colonnes, donc si vous avez des problèmes d'affichage, des fois il faut juste réactualiser comme ceci. Flow Behavior, je veux pas une géométrie, je veux inflow. Alors quelle est la différence? Géométrie, ça va uniquement me générer autour de mon objet et disparaître une seule fois, alors qu'inflow, ça va rajouter en continu de la matière. Donc ça c'est très bien. C'est très bien pourquoi? Parce qu'on a défini un lifetime sur nos particules. Donc si nos particules avaient une durée de vie infinie, ben on aurait tout le temps de la matière qui se rajouterait en termes de feu et de fumée, donc c'est pas bon. Donc là, je peux passer en inflow. Ensuite, on a également d'autres choses à changer dans le flow source. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à changer. On est en flow source, donc la source de rajout de matière du flow, qui est par défaut en mesh, en maillage. Donc ça voudrait dire que ça va générer de la fumée et du feu. Quand je dis fumée, c'est fumée et feu, uniquement sur mon maillage qui est présent ici. Mais moi, c'est pas ça que je veux. C'est mon système de particules. Donc je vais cliquer, Particle System. Et la Particle System, je sélectionne mon système de particules. Donc là, c'est assez facile parce que j'ai un système de particules par objet. Donc je ne m'embête pas, je le sélectionne. Et je peux cliquer sur Initial Velocity pour avoir une force initiale. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 2 plans. Donc fluide, je rappelle, je vais rappeler les termes clés. Je veux bien du fluide qui rajoute de la matière. Fire and Smoke pour avoir les deux. Je ne veux pas uniquement un flow type sur mon maillage, mais sur le particle system. Je le sélectionne et je clique sur Initial Velocity. Et je ne veux pas du géométrie, je veux du inflow. Voilà, pas oublier. Et là, je fais la même chose. Donc fluide, flow, une fois de plus. Fire and Smoke. Je ne veux pas de la géométrie, je veux inflow pour générer du fluide en permanence. Et je veux du particle system. Initial Velocity, et je sélectionne mon Particle System. J'espère que si je l'avais sélectionné, on est bon. Ok, donc là je peux faire CTRL S. Et normalement, si je sélectionne mon grand cube, mon conteneur, et que je vais ici dans le cache, par défaut il a un replay, c'est-à-dire que quand je lance mon animation, il va essayer de calculer. Je ne vous le conseille pas. On va passer en All et je vais faire Bake All. Et là, ça va calculer ma simulation de fluide. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Vous dites peut-être, c'est super, ça va vite. Mais le résultat va pas être top là. Mais c'est normal. Si je regarde mon animation, on a ceci. Donc une explosion basique avec la fumée ensuite. Bon, ma fumée, vous remarquez qu'elle ne monte pas très très haut. Donc ça, c'est normal. Normal parce qu'on a un petit paramétrage à toucher pour rajouter un petit peu de légèreté, on va dire, dans cette fumée-là, qui est présente dans le gaz ici, pardon, je crois que c'est dans Fire, mais c'est pas du tout ici, dans la Vorticity. Alors je ne saurais pas vous donner la définition exacte, mais ça va rajouter un côté aléatoire dans la fumée, et en le mettant par exemple à 0,1,
on va avoir quelque chose qui est un petit peu plus aérien du coup dans la simulation. Si je fais échappe, on a bien une explosion et ensuite la fumée. Alors mon explosion, je trouve, ne va pas assez haut au milieu en ce qui concerne ma sphère. Donc je vais pouvoir retourner dans mon système de particules et je vais pouvoir rajouter un petit peu en termes de normal de force. Donc je vais le mettre à 15 par exemple. Normalement là, voilà, mes particules vont aller un peu plus haut et du coup mon explosion sera un petit peu plus réaliste. Je peux élever également sinon ma sphère pour donner ce côté un petit peu mieux au niveau de l'explosion. Donc là c'est vraiment des paramétrages à toucher au fur et à mesure. Vous n'allez pas avoir les bons dès le début. Ou alors sacrément doué pour voir les paramétrages. Ok, donc là on a bien une explosion et ensuite la fumée. Alors ce qu'on peut faire pour ajouter un petit peu de hauteur à notre explosion, c'est qu'on peut dupliquer tout simplement un émetteur planaire qu'on avait mis avec Shift D. Je vais faire Alt R pour réinitialiser toute sa rotation, Alt S pour réinitialiser toute son échelle, et là du coup on obtient normalement quelque chose qui ressemble à ça. Et là je peux essayer pour voir ce que ça donne. Je donne une petite rotation pour donner un côté aléatoire à l'explosion, et si je resélectionne mon domaine et que maintenant je fais un free et que je refais un bake, normalement on aura un autre système de particules qui part vers le haut. Donc ça je ne l'avais pas utilisé dans mon exemple parce que je m'étais débrouillé pour avoir quelque chose qui part vers le haut de manière naturelle. Là vous voyez, ça nous permet d'en rajouter quand même quelque chose qui est assez sympa. Donc c'est pas la même explosion par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, mais elle est pas mal. On pourrait sélectionner ce système de particules qui est ici, en faire une duplication pour pas changer, une fois de plus je le rappelle, les paramétrages, de 1 en touchant à l'autre, et si je mets 35 par exemple, on aura quelque chose qui va un peu plus rapidement vers le haut. Donc tout ceci, après, ça dépend vraiment du résultat que vous voulez obtenir. Là je pense que ça va être bon, on va faire un bake un petit peu plus solide en termes de qualité. Voilà. Donc là on a vraiment une explosion qui est sympa. Ok, donc là on va dire que c'est bon. Je peux activer déjà le Adaptative Domain. Alors qu'est-ce que c'est? Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais le réexpliquer. C'est quelque chose qui permet, donc vous voyez j'ai une taille prédéfinie de mon domaine. Si je fais un free et que je clique sur Adaptative Domain, maintenant si je fais bake, sans changer aucun paramétrage, vous allez voir que sa taille va s'adapter en fonction de la simulation pour l'englober le plus précisément possible. Donc au début elle est très petite, et là on a l'explosion, et ensuite elle va s'agrandir pour contenir mon animation. Donc là on va dire que le résultat nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement augmenter le Resolution Divisions. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Vous avez en bas à gauche de votre domaine un petit cube qui permet d'indiquer la résolution de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Au passage, avec CTRL A, je vous conseille d'appliquer l'échelle. Je l'ai fait, mais je ne sais pas si je vous ai expliqué, pardon, l'échelle de votre domaine, sinon il va y avoir quelques bugs. Et au début de la vidéo, ce petit cube, il n'était pas présent en bas à gauche, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est parce qu'il y avait une rotation qui avait dû se faire entre temps. Donc CTRL A permet d'appliquer l'échelle et le cube se met en bas à gauche normalement de votre domaine, du moins dans un coin inférieur à celui-ci. Et ça c'est un voxel, donc rapidement c'est un pixel mais en 3 dimensions qui possède une largeur, une hauteur et une profondeur. Et c'est ceci qui va nous permettre de définir la résolution. Donc là vous voyez, compte tenu de la taille de mon volume, je rentre pas beaucoup de cubes de définition ici, de résolution. Du coup, forcément, mon animation sera un petit peu faible en termes de résolution de rendu. Donc, je vais faire un free all en bas pour libérer toutes les ressources du cache et modifier la resolution division. Alors, on va passer à 128. On pourrait faire, je pense, ouais, allez, 128. Ça commence à être déjà pas mal en termes de résolution pour faire un pré-rendu pour la vidéo parce que je ne veux pas non plus que ça dure 3 heures à faire le bake. Donc là, ça va tout mettre dans un fichier cache qui peut être plus ou moins lourd. Si vous rajoutez beaucoup de subdivisions, de définition, de résolution dans votre animation, le dossier cache il peut faire facilement plusieurs gigas si vous avez une animation assez importante en termes de longueur. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter à peu près à entre 50 et 60 pour déjà avoir une première animation et pour qu'on puisse faire les matériaux parce que c'est également une partie très intéressante de la vidéo. Donc je vais m'arrêter à 55 échappe. Et là, on s'aperçoit qu'on a du coup voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous voyez de suite,
beaucoup plus de résolution dans mon animation. Elle est beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. Alors faites pas attention à l'aperçu qui est présent dans la 3D vue, parce que Blender, il essaie en fonction de la densité vous afficher des flammes. Ceci, on va le changer. On aura des flammes également là, quand il n'y en a quasiment plus d'affichés dans la vue 3D. Vous pouvez au passage même activer par exemple du color mapping pour afficher la densité de votre fumée. Il y en a qui préfèrent travailler avec ça. Bon, moi ça ne me gêne pas de bosser comme ça. Alors maintenant, comment je fais un matériau? Je vais aller à vue rendue. Et très important, je vais passer en Render Engine Cycles. Et par défaut, j'ai rien du tout. Donc j'ai mes objets qui sont présents ici que je vais masquer dans l'affichage. Donc je peux cliquer sur l'œil. Voilà, ces deux plans, je vais les masquer, celui-là aussi, et la sphère également. Et maintenant, si je sélectionne mon domaine, donc c'est sur celui-ci qu'on va assigner des matériaux, je vais passer en GPU Compute. Toujours plus pratique, quand on travaille sous Cycle, ça va beaucoup plus vite. Et je vais dans le Shaders Editor, là je peux faire un New. Et là, ça va être un nouveau shader un petit peu particulier parce qu'on ne va pas en Material Output avoir une surface, c'est pas quelque chose de solide. Je vais le supprimer, je vais faire Shift A, et je vais rajouter un Principled Volume. Et je vais relier mon volume à mon volume. Et là, de suite, on a de la fumée qui apparaît. Alors, ce plan, là, je vais également le masquer. Il me semblait que je l'avais enlevé dans le Outliner. Il est où? Ah, mais c'est le cube. Ok, je l'enlève. Donc là, on a ceci. C'est pas top. C'est pas top pour différentes raisons. La première, c'est que l'on ne possède pas actuellement de lampe. Donc, comment rajouter des lampes dans Blender? Déjà, je peux passer en film transparent. Comme ça, ça permet d'avoir la transparence en fond. Je vais faire Shift A. Donc ça, normalement, vous connaissez. Je vais Shift A, Light, et je vais rajouter une lampe de type Sun. Là, vous voyez, de suite, ça éclaire un petit peu plus mon environnement. Je vais la décaler ici, faire GZ. Je vais faire une petite rotation comme ceci. Voilà. Donc là, elle va projeter de la lumière ici. La force, je vais la mettre à 5 pour rajouter un petit peu plus de lumière. On voit que de suite, ma fumée s'affiche un peu plus correctement, on va dire, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais en mettre une également ici. Je vais le décaler. Ce soleil, je vais le mettre un peu plus faible, à 4. Et je vais le mettre un petit peu bleuté pour ajouter un petit changement de couleur. Donc, je ne mets pas non plus bleu à 100%, mais je le fais tendre un petit peu vers le bleu. Comme ça, ça colore un petit peu ma fumée. De toute façon, tout ça, on va le changer. Maintenant, je peux aller dans le Shader Editor. Au passage, je vais vite fait aller dans le Render Properties et je vais activer le denoising en temps réel dans la viewport. Ce sera un petit peu mieux pour travailler. Ok, et maintenant je vais faire mes matériaux. Alors, mon matériau, vous allez voir, on va utiliser certaines nodes qu'on n'a pas encore utilisées dans mes tutos, notamment la node Attribute. Alors Attribute, c'est quoi? C'est tout simplement une valeur numérique, par exemple, c'est un petit peu plus complexe, qui a été générée au moment de la simulation et qui est assigné à mon objet. Et là, on a différents attributs que l'on peut renseigner dans Name. Alors ça, vous ne pouvez pas les inventer. Donc il y a des manuels sur Internet, notamment avec Mantaflow. On en a un qui est intéressant, qui s'appelle Density, qui est en fait généré. Donc chaque partie de mon volume ici possède une valeur densité, qui est présente ici. Et ceci, quand je vais le coupler à un color ramp, par exemple, ça va me permettre de bouger sa valeur là. Donc si je relie ma color à mon factor et que je mets ma color sur la density ici, là je peux enlever la densité, je vais pouvoir par exemple, en bougeant cette poignée là, changer l'intensité. Et là vous voyez que de suite, on a beaucoup moins de fumée. Donc ceci ça va être intéressant parce que je peux le coupler à une node qui s'appelle Math, et avec un multiply, je vais pouvoir accentuer cette valeur là. Donc si je mets par exemple 30, que je fais sur entrée, on voit qu'on a une densité beaucoup plus importante et du coup une fumée beaucoup plus épaisse. Donc ça va nous intéresser pour l'explosion parce que ça va donner un côté un petit peu plus réaliste. Maintenant, on peut également changer la couleur de cette fumée-là. Donc pareil, on va une fois de plus utiliser cet attribut-là parce que ça va rajouter un léger dégradé et c'est beaucoup plus réaliste que mettre une valeur brute sur ma densité. Si ma fumée est entièrement grisâtre, comme on a ici, ça va être un petit peu moins réaliste. Moi, je vais plus aller sur des tons un petit peu marron-jaune pour donner un petit peu la sensation comme si on avait de la poussière dans ma fumée. Donc je peux relier ma color à la color, comme ça on va voir de suite ce que ça donne. Là, vous voyez, on a une fumée beaucoup plus noire, beaucoup plus épaisse. Je vais décaler cette poignée-là ici.
Donc là, vous voyez qu'on a un dégradé de la sorte. Donc l'extrémité de la fumée va être très foncée, parce qu'elle va prendre ma poignée de gauche, et le reste va être coloré par celui-ci. Donc je vais le mettre un beige un petit peu. Voilà, bon, je ne vais pas non plus abuser, je vais le mettre ici. Je pense que là, on est pas mal. Et celui-ci, je vais le recentrer également. Voilà. Ok, je peux le décaler. Et je peux, pourquoi pas, encore augmenter sa luminosité. Bon, après ça, c'est vraiment un choix perso. Si vous voulez une fumée grise à 100%, vous pouvez. Moi, je trouve qu'un effet un petit peu beige, ça rajoute un effet un petit peu sympa. Bon, on va pas non plus abuser sur l'effet, donc on va le rapprocher un petit peu du blanc, comme ça c'est un petit peu, ça se rapproche de la fumée qu'on avait par défaut. Donc là, je trouve que la fumée, elle est pas mal. Et ensuite, on va faire tout simplement le feu. Donc pareil, color ramp, je colle en dessous. Je relie mon color en mon factor. Mon color sur le emission color, juste ici. Et en force, on va se mettre par exemple à 350, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est très important, c'est tout à fait normal. Vous voyez que si je déplace cette poignée-là à gauche, par exemple ici, on voit que de suite, on a de l'émission au milieu de la fumée, ce qui est pas mal. Et ensuite, on passe sur du noir. Donc moi, je vais la décaler là. Tout ça, on va l'ajuster au fur et à mesure. Je vais appuyer sur plus, ça me rajoute une poignée. Je vais mettre une couleur un petit peu rouge-orangé. Donc là, je vais assez vite parce qu'il n'y a pas vraiment de connaissances à proprement parler à avoir. Hein. C'est vraiment de la pratique. Une fois que vous avez compris les color ramps, vous pouvez facilement créer le matériau comme vous le souhaitez. Je vais le mettre ici. Je vais appuyer sur plus. Là, je vais le décaler. Là, je vais le mettre un petit peu plus jaune. Un jaune un petit peu pâle. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc ça vous paraît très important. Après, vous pouvez jouer sur l'intensité présent ici, la force. Moi, je vais rester sur 300. Peut-être augmenter un petit peu ceci à 40 pour avoir une fumée plus épaisse. Donc plus vous allez rajouter, là si par exemple je mets 400, on va quasiment plus voir mon feu. Vous voyez, donc on a une fumée beaucoup plus épaisse. Donc c'est à vous d'ajuster à la fois la valeur de la densité et de l'émission pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous souhaitez. Donc si on avance normalement dans l'animation, vous voyez on s'est arrêté à 50, on a toujours les flammes dans ma fumée qui est assez sympa. Si je fais un bake sur la suite, donc je vais le faire mais en baissant la résolution, vous allez voir qu'après la fumée prend le dessus sur les flammes. Là je peux repasser en mode solide. Donc pour l'exemple, je vais faire exprès de baisser un petit peu la résolution de mon animation de mon bake. Donc je vais faire un clear, voilà, un free ici. Je vais passer par exemple à 75, allez. Normalement, il faudrait que ce soit multiple, donc 96. Comme ça, ce sera un petit peu plus opti. Je vais aller jusqu'à 100. Et là, je vais refaire un bake. Donc normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite. Et vous allez voir qu'une fois que l'explosion est réalisée, donc c'est important de comprendre ça parce que là, peut-être que vous vous dites qu'on a trop d'émissions. Mais il faut bien comprendre qu'une fois que l'explosion est passée, c'est automatiquement la densité de la fumée va prendre le dessus et on verra quasiment plus les flammes. Donc d'ailleurs, il y a un attribut qui s'appelle flame que vous pouvez utiliser également. Mais à partir de la densité, vous voyez qu'on peut obtenir à peu près tous les résultats que l'on souhaite. Donc c'est assez sympa à ce niveau-là. Rapidement pour vous réexpliquer, du coup, on a différentes notes. On utilise du principal volume parce que c'est pas quelque chose de physiquement solide. C'est du volume, c'est de la fumée et des flammes. La couleur, ça va être la couleur globale de notre fumée. On a la densité qui va être son épaisseur, en quelque sorte. Et ensuite, on a l'émission. Donc ça va être vraiment les flammes. C'est pour ça qu'on utilise une color ramp, parce qu'on n'a pas de l'émission en bout de fumée, mais on en a uniquement à l'intérieur de notre objet. Voilà. Donc on va arriver à 100. OK. Et normalement, si je vais vers la fin de mon animation ici, et que je passe à mode rendu, on devrait avoir voilà, un petit peu plus de fumée que d'explosion comparé à ce qu'on avait au début. Donc là, on a quasiment que de l'explosion, peu de fumée, et là, on a ceci. Donc si, pour accentuer encore, je vais vous montrer, je vais repasser en 64, et je vais aller cette fois-ci jusqu'à 250, voilà, comme ça on pourra vraiment voir que la fumée prend le dessus sur le feu. Vous allez voir que c'est assez intéressant de voir comment ça se comporte. Donc l'avantage c'est qu'on peut tout faire grâce à l'attribut density.
Parce que dans Density, on a toutes les infos qu'il nous faut. On a la densité de la fumée, et on sait que là où il n'y a pas de fumée, il y a des flammes. Donc avec ce dégradé-là, c'est pour ça qu'on utilise des color ramps, on va pouvoir à la fois coloriser notre fumée et coloriser nos flammes. Donc ça permet vraiment d'avoir un rendu qui est assez sympa. Donc là, pour la vidéo, bien évidemment, ma subdivision n'est pas suffisamment importante pour avoir quelque chose de réaliste, ma résolution. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur le rendu que je vous ai affiché en début de vidéo, donc la petite animation, j'étais aux alentours de 300 et quelques en termes de résolution. Donc ça prend plusieurs heures à faire le bake. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Voilà, là, normalement, si je vais ici, je devrais avoir, vous voyez, quasiment plus de flammes et que de la fumée. Donc voilà, en modifiant un petit peu les paramétrages, vous pouvez obtenir des résultats qui sont assez sympas. Donc dans un premier temps, on a quasiment que de l'émission qui est présente. Et ensuite, une fois que l'explosion va être réalisée, bien évidemment, qu'on a fait tout le bake, etc., c'est vraiment la fumée qui va prendre le dessus. Donc tout ça, vous pouvez le régler ici avec le multiply. Si je mets multiply à 300, par exemple, on va quasiment plus voir de flammes parce que la fumée va être très épaisse. Et même dès le début. Donc c'est vraiment à vous de choisir le type d'explosion que vous voulez. Et à l'inverse, si vous mettez très peu de multiply ici, on va avoir dans un premier temps uniquement des explosions et la fumée va être très fine. Donc c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.